Il suffit d'indiquer à quel point Freud l'articule d'une façon qui peut paraître tout à fait étrangère au registre métapsychologique, pour simplement, à cette occasion, remarquer qu'il n'y a pas d'évaluation correcte possible de la sublimation dans l'art, si nous ne pensons pas à ceci. C'est que toute production de l'art, spécialement des beaux-arts, est historiquement datée. Je veux dire qu'on ne peint pas à l'époque de Picasso comme on peignait à l'époque de Velázquez, et qu'on n'écrit pas non plus un roman en 1930 comme on l'écrivait au temps de Stendhal, et que ceci est un élément absolument essentiel dont nous n'avons pas pour l'instant à le connoter sous le registre du collectif ou de l'individuel ou de quelque chose d'autre. Disons que nous le mettrons sous le registre du culturel, et que son rapport justement avec la société, à savoir ce que la société peut bien y trouver de satisfaisant, est justement ce qui maintenant est mis par nous en question. Je veux dire que c'est là que gît le problème de la sublimation en tant qu'elle est créative d'un certain nombre de formes, dont l'art n'est pas la seule, mais qu'il s'agit de situer les autres. Mais nous sommes quand même un peu écartés du problème de fond, à savoir du problème éthique. C'est en fonction du problème éthique que cette sublimation nous avons à la juger. C'est pour autant que créatrice de valeurs, et de quelle valeur? En tout cas de valeurs spécialement reconnues que nous avons à la juger. Je vais donc essayer de recentrer les choses sur le plan éthique. Et on ne saurait toujours mieux le faire, comme je l'ai pointé, qu'en nous référant à ce qui, dans ce domaine, a donné une sorte d'expression pivot, si paradoxale soit-elle, à savoir la perspective kantienne. En présence de ce que je vous ai appelé tout à l'heure le Dasding, pour autant que nous espérons qu'il fasse le poids du bon côté, opposé à cela, nous avons ce que je vous ai articulé l'autre jour de la formule kantienne du devoir, autrement dit, une autre façon de faire le poids. Kant ne fait intervenir pour définir le devoir purement et simplement et rien d'autre que la règle de conduite universellement applicable, autrement dit le poids de la raison. Ce qui est tout à fait frappant, c'est, bien entendu, qu'il y a à montrer comment la raison peut faire du poids. Il y a toujours avantage à lire les auteurs dans le texte. L'autre jour, je vous ai fait état du passage à l'horizon, dans le texte de Kant, du Schmerz, de la douleur, comme tel, comme corrélative de l'acte éthique. J'ai pu m'apercevoir que c'était passé, même à certains d'entre vous, pour qui je pense que ces textes ont eu à un certain moment une très grande familiarité, ceci est passé inaperçu. Si vous ouvrez la critique de la raison pratique, vous verrez que pour nous faire croire à l'incidence du poids de la raison, Kant prend un exemple dont je dois dire que, dans sa fraîcheur, il a un caractère tout à fait magnifique. Je veux dire qu'il invente, à notre usage, un double apologue, histoire de faire sentir quel est le poids du principe éthique pur et simple. Voici le double apologue. Il veut nous montrer la prévalence possible du devoir comme tel, envers et contre tout, c'est-à-dire envers et contre tout bien conçu comme vitalement désirable. Le ressort de la preuve gît dans la comparaison de ces deux situations. Kant dit « Supposez que pour contenir les débordements d'un luxurieux, on réalise la situation suivante. Il y a là, dans une chambre, la dame vers laquelle le portent momentanément ses désirs. On lui laisse la liberté d'entrer dans cette chambre pour satisfaire son désir ou son besoin, mais à la porte, pour la sortie, il y a le gibet où il sera pendu. Ceci n'est rien, et ce n'est pas là le fondement de la moralité pour Kant. Vous allez voir où gît le ressort de la preuve. Pour Kant, il ne fait pas un pli que le gibet sera une inhibition suffisante. Pas question qu'un type aille baiser en pensant qu'il aille passer au gibet à la sortie. Ensuite, même situation concernant la présence de la terminaison tragique, un tyran offre à quelqu'un le choix entre le gibet et sa faveur.
à la condition qu'il porte contre son ami un faux témoignage. Ici, Kant met en lumière, et à juste titre, qu'on peut concevoir que quelqu'un mette en balance sa propre vie avec le fait de porter un faux témoignage, surtout, bien entendu, si on pense que dans cette occasion, le faux témoignage n'est pas, là, porté, sans conséquence fatale pour la personne contre laquelle il est dirigé. Donc, le pouvoir de la preuve est ici. C'est là qu'est le point intéressant, frappant, remis à la réalité, je veux dire au comportement réel du sujet. C'est dans le réel que Kant nous prie de regarder quelle est l'incidence de ce que j'ai appelé en l'occasion le poids de la raison, pour autant que Kant les identifie ici au poids du devoir. Il y a pourtant une chose qui, à le suivre sur ce terrain, semble lui échapper. C'est qu'après tout, il n'est pas exclu que dans de certaines conditions, le sujet, dans le premier cas, je ne dis pas s'offre au supplice, puisqu'en fin de compte à aucun moment l'apologue est poussé jusqu'à ce terme, mais envisage de s'y offrir. C'est-à-dire que, quelle que soit la sorte d'évidence, notre philosophe de Königsberg, si sympathique personnage, il faut bien le dire, je ne suis pas ici en train de dire qu'il s'agit de quelqu'un de petite envergure, ni de mince capacité passionnelle, ne semble pas du tout considérer qu'il y a un problème posé par le fait que dans des conditions suffisantes de ce que Freud appellerait Überschätzung, survalorisation de l'objet, et c'est ce que je vais d'ores et déjà et dès maintenant appeler sublimation de l'objet, je veux dire dans cette condition où l'objet de la passion amoureuse prend une certaine signification, et c'est dans ce sens que j'ai l'intention d'introduire la dialectique où je prétends vous enseigner à situer ce qu'est réellement la sublimation, dans certaines conditions de sublimation de l'objet féminin, autrement dit d'exaltation de l'amour, d'exaltation historiquement datable, et dont Freud nous donne même l'indice dans cette petite note dont je vous ai parlé l'autre jour, où il nous dit que pour le moderne, l'accent de la libido est porté plutôt sur l'objet que sur la tendance. Ceci pose une immense question, et c'est celle où j'entends vous introduire, si bien entendu cela vous convient. Comme je vous l'ai dit, cela doit tout de même nous mener à passer quelques séances sur quelque chose dont je vous ai déjà dit l'autre jour, l'uniforme chez Hamlet, dans l'histoire germanique de la mine, c'est-à-dire une certaine théorie et pratique de ce que l'amour doit être. Pourquoi nous refuserions-nous à cela? Nous passons bien du temps en des explorations ethnographiques. Je ne vois pas pourquoi nous ne nous intéresserions pas à la mine, surtout si je vous affirme que c'est très intéressant concernant certaines traces en nous du rapport avec l'objet qui ne nous sont pas concevables dans ses antécédents historiques. Donc dans certaines conditions de sublimation, on peut, et la littérature des contes qui représente quand même quelque chose au point de vue fantasmatique, sinon strictement historique, mais après tout aussi bien des faits divers qu'il ne serait pas, au cours de l'histoire, impossible de recueillir, dire qu'il n'est pas impossible que monsieur couche avec une femme en étant très sûr d'être, par le gibet ou autre chose, zigouillé à la sortie. Ce qui évidemment change quelque peu les données, tout au moins la valeur démonstrative de l'exemple kantien. Ceci, bien entendu, reste à la rubrique des excès passionnels, dans certaines rubriques qui pour nous posent d'autres questions. Il n'est pas impossible que ce monsieur envisage froidement la même issue à la sortie, pour le plaisir de couper la dame en morceaux, par exemple. C'est l'autre cas également envisageable,
et dont les annales criminologiques nous fournissent un grand nombre d'exemples accessibles. Ce que je suis en train de désigner par là est, si j'ai rapproché ces deux formes de la transgression, au-delà des limites normalement désignées au principe du plaisir en face du principe de réalité, considéré comme critère du principe, à savoir la sublimation excessive de l'objet, et ce qu'on appelle communément la perversion dans le second cas. À savoir que, pour le plaisir de couper la dame en morceaux, le monsieur accepte l'issue fatale à la sortie. C'est que d'ores et déjà ceci nous permet de rapprocher l'un de l'autre sublimation et perversion, pour autant qu'ils sont l'un et l'autre un certain rapport du désir qui attire notre attention sous la forme d'un point d'interrogation. À savoir si ce dont il s'agit dans l'occasion n'est pas très précisément ce qui nous permet, en face du principe de réalité, de trouver une espèce d'autre critère d'une autre ou de la même moralité. C'est à savoir celle qui fait en somme simplement hésiter le sujet au moment de porter un faux témoignage contre das Ding, c'est-à-dire le lieu de son désir, qu'il soit pervers ou sublimé, autrement dit le registre de moralité dirigé du côté de ce qu'il y a au niveau du das Ding. Il nous semble qu'après tout, nous ne progressons ici qu'avec de gros sabots, et dans les sentiers de notre bon sens à nous, analystes, qui n'est pas un bon sens si étranger que ça au bon sens tout court. Ce qu'il y a au niveau de das Ding, du moment où il est révélé, c'est à savoir qu'il s'agit du lieu des tribes, pour autant justement que nous nous apercevons que les tribes n'ont rien à faire comme telles, en tant qu'émergence, que révélées par la doctrine freudienne, avec quoi que ce soit qui se satisfasse d'une terminologie tempérée, de celle qui ordonne bien sagement l'être humain dans ses rapports avec son semblable, dans cette construction harmonique qui lui permet de trouver les différents étages hiérarchiques de la société, depuis le couple jusqu'à l'État. Et ici, il nous faut bien alors revenir à la question de ce que signifie la sublimation, telle que Freud essaie de nous en donner la formule. La sublimation est, par lui, rattachée aux tribes, aux instincts comme tels. C'est même ce qui fait pour les analystes et pour les disciples toute la difficulté de sa théorisation. Il s'agit, je vous prie de me dispenser pour aujourd'hui de la lecture, après tout pour vous fatigante, de tel ou tel passage de Freud, qui viendrait en son temps, quand vous verrez tout l'intérêt qu'il y a à trancher dans un sens ou dans un autre, et de confirmer si nous sommes oui ou non dans la vraie articulation freudienne, mais je ne pense pas pouvoir soutenir cet intérêt dans la masse de votre assemblée sans vous montrer où je vise, c'est-à-dire où je veux vous mener. Il s'agit dans la sublimation d'une certaine forme, nous dit Freud de la façon la plus précise, de satisfaction des tribes. Ce qu'on traduit improprement par instinct, ce qu'il faut traduire sévèrement par pulsion ou par dérive. Ceci traduirait que ce tribe soit détourné de ce qu'il appelle Ziel, c'est-à-dire son but. La sublimation nous est représentée essentiellement comme étant distincte, justement, de cette sorte d'économie de substitution, qui est celle où d'habitude se satisfait la pulsion en tant qu'elle est refoulée.